Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour faire la correction ensemble des exercices 23 page 125 et 25 page 126 qui étaient à faire pour le vendredi 5 juin. Donc on commence par l'exercice 23, le vol en montgolfière. Alors on vous dit qu'un brûleur à propane C3H8, donc c'est le propane gazeux, permet de chauffer l'air contenu dans l'enveloppe d'une montgolfière et de la faire s'élever. Si la combustion du propane avec le dioxygène de l'air est complète, il se forme uniquement du dioxyde de carbone et de l'eau. Si la combustion est incomplète, il peut se former également du monoxyde de carbone qui est un poison et du carbone. La bouteille de propane embarquée dans la montgolfière contient une quantité N0 de propane, C3H8, égale à 680 mol de propane. Question 1. Écrire et ajuster avec les nombres stoichiométriques entiers les plus petits possibles les équations des réactions de combustion du propane pour lesquelles les produits sont petit a, le dioxyde de carbone et l'eau. Alors afficher la correction. Comment on s'y prenait? Pour pouvoir avoir cette équation, il suffisait de commencer par identifier quels étaient les réactifs. La combustion du propane, c'est forcément un des réactifs, c'est le propane, C3H8, et le deuxième réactif, c'est le dioxygène. On vous le dit ici, si la combustion du propane avec le dioxygène de l'air est complète. Donc de toute façon, une combustion, c'est toujours ce qu'on fait brûler avec de l'oxygène, tout le temps. Donc les réactifs, c'était bien propane plus dioxygène. Au début, on écrivait sans les coefficients stoichiométriques. Et ensuite, on identifiait les produits de la réaction, toujours grâce à l'énoncé. On vous disait quand la combustion est complète, c'est CO2 gazeux plus H2O gazeux. Et c'est le cas A, dioxyde de carbone et l'eau comme produit de la réaction. Donc on mettait CO2 gazeux, H2O gazeux. Et là, enfin, on commençait à équilibrer les coefficients stoichiométriques. Alors on commençait par regarder le carbone. Ici, le carbone, il y en avait 3, alors qu'à gauche, il n'y en a qu'un seul, donc on a été obligé de mettre un petit 3 en coefficient stoichiométrique de manière à équilibrer les carbones. Une fois que c'est fait, on vérifie les hydrogènes. Il y en avait 8 ici. Ici, il n'y en avait que 2. Donc pour pouvoir en avoir 8, on a dû mettre un petit 4 à droite en coefficient stoichiométrique. On se retrouve bien avec 8 hydrogènes de chaque côté. Et enfin, on vérifie les oxygènes. On avait ici à la base 2 dioxygènes. Ici, on avait déjà mis notre 3, donc 3 fois 2, 6 et 4 fois 1, 4, ce qui nous fait 10 oxygènes. Donc 2 ici, c'était pas suffisant, on a dû mettre un petit 5 en coefficient stoichiométrique pour équilibrer les dioxygènes. Les charges, il n'y en a pas, donc c'est bon, l'équation est correctement équilibrée. Ensuite, pour le petit b, même principe mais avec les réactifs monoxyde de carbone et eau, donc on réécrit l'équation toujours sans les coefficients stoichiométriques. On va le faire ensemble pour que vous voyez un cas quand même. Donc je vous écris les réactifs. Voilà, donc on a les réactifs à gauche et les produits à droite sans coefficient stoichiométrique au départ, puis on fait l'équilibrage. On commence par les carbones. Nombre de carbone à gauche 3, nombre de carbone à droite 1 seul. Donc on est obligé de mettre un 3 ici, pour l'instant, hein, on équilibre comme on peut. Ensuite, nombre d'hydrogènes, on vérifie 8 hydrogènes ici, 2 hydrogènes ici. Donc pour pouvoir en avoir 8 des deux côtés, on va devoir multiplier par 4 ici, 4 fois 2, 8. Ensuite, le dioxygène, on en a 2 à gauche, 3 fois 1, 3 et 4 fois 1, 4 ici, on en a 7. C'est problématique. On vous a dit des coefficients stoichiométriques entiers. Donc on ne peut pas avoir 7 ici, 7 oxygènes, et ici ça nous obligerait à multiplier par 3,5. Donc en fait dans ces cas-là, on remultiplie une fois par 2. Donc 3,5 par 2, ça fait 7. 7 fois 2, 14. Du coup on est obligé de remultiplier ça par 2 aussi, qu'on arrive à 6. On multiplie ça par 2 ici, on est à 8, et on multiplie ici par 2, on met à 2. Pour résumer, vous vous équilibrez d'abord avec des nombres non entiers si vous voulez, mais ensuite vous multipliez tout de manière à ce qu'on retombe sur des nombres entiers. Donc en gros, si je reviens en arrière et que je rééquilibre comme j'en étais, là 3 et 4 ça fait 7, ce qui fait qu'ici pour en avoir 7 de dioxygène, il fallait mettre 7 sur 2, voilà 7 demi. Et donc là comme on nous a demandé des coefficients stoichiométriques entiers, j'ai tout multiplié par 2. Donc 2 ici, 2 ici, 2 ici et 2 ici. C'est pour ça qu'on est arrivé sur 8, 6, 2 fois 3, 7 ici et 2 ici. Voilà comment on équilibrait l'équation de la réaction. Et enfin le carbone et l'eau, même principe, on recopie les réactifs, les produits de la réaction et on équilibre. 3 carbones à gauche, 1 seul à droite, on met un 3. 8 hydrogènes à gauche, 2 à droite, on met un 4 pour en avoir 8. 2 oxygènes à gauche, 4 à droite, on en met 2 à gauche, comme ça en fait 4 de chaque côté. Et voilà, c'est équilibré. Celle-là c'était la plus simple. La deuxième c'est la plus compliquée à équilibrer parce que on tombait sur des non entiers, il fallait remultiplier tout par 2 pour tomber sur des nombres entiers. Mais le reste c'était assez simple. Question 2. Pour laquelle de ces trois réactions la quantité de dioxygène initiale nécessaire pour la combustion de la quantité de propane est-elle la plus petite? Alors c'est simple, il suffit de regarder les équations de réaction. Dans la première équation de réaction, pour 1 mol de propane, on utilise 5 mol de dioxygène. Donc la première, elle va utiliser 5 mol de dioxygène. Dans la deuxième, pour
2 mols de propane, on utilise 7 mols de dioxygène. Ça veut dire pour 1 mol de propane, on va utiliser 3,5 mols de dioxygène. Donc ici 5 mols, ici 3,5 mols, et ici pour 1 mol de propane, on utilise 2 mols de dioxygène. Donc au final, la réaction qui consomme le moins de dioxygène, ça va être l'équation numéro C. Donc la combustion incomplète qui donne comme produit du carbone et de l'eau. Question 3. Dans le cas de la combustion complète, calculez la quantité initiale de dioxygène nécessaire à la combustion de la quantité de propane initiale et les quantités de produits formés. Alors il fallait se servir de la formule habituelle, c'est-à-dire nombre de moles initial sur coefficient stoichiométrique. Étant donné que forcément on met dans les proportions stoichiométriques, parce que là on veut la quantité idéale, la quantité exacte pour consommer la quantité de propane qui était présente initialement dans la bouteille. Donc si on regarde, donc dans le cas d'une combustion complète, c'est-à-dire dans le cas de l'équation A. Donc si on regarde l'équation A, pour que ça soit dans les proportions stoichiométriques, d'après le cours, il faut que le nombre initial de propane, C3H8, sur son coefficient stoichiométrique, donc sur 1, soit égal au nombre initial de dioxygène sur son coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire 5. On a cette égalité-là, on peut multiplier par 5, faire passer le 5 de l'autre côté, et on retombe bien sur quantité de matière de dioxygène initiale doit être égale à 5 fois la quantité de matière initiale de propane. Voilà, c'est comme ça qu'on calcule. Et comme on sait que la quantité de matière initiale de propane c'est 680 mol, et bien ça fait 5 fois 680, ça veut dire en écriture scientifique, avec le bon nombre de chiffres significatifs, le 5 ne comptant pas parce que c'est un multiplicateur, il faut exactement 5 molécules, c'est un nombre exact, c'est pas un nombre expérimental. Donc on a 3 chiffres significatifs, ce qui nous fait 3 chiffres significatifs à la fin, donc 3,40 10 puissance 3 mol de dioxygène. Et une fois qu'on a cette valeur-là, comme on sait dans les produits de la réaction que pour 1 mol de propane consommé, on va avoir 3 mols de CO2 de formé et 4 mols d'eau, et ben il suffit de prendre le nombre de mols de propane initial et de le multiplier par 3, et voilà, si tout le propane est consommé, on va avoir 3 fois la quantité de base de propane en CO2 qui vont être formés, c'est-à-dire 3 fois 680. Et pareil pour l'eau, ça va être 4 fois 680. Mais encore une fois, on peut faire le calcul. C'est-à-dire que en gros, ça c'est une égalité, mais ça va être aussi tout ça, ça va être aussi égal à la quantité de matière de CO2 formée sur son nombre stoichiométrique, qui va être égal aussi à la quantité de matière de H2O formée sur son nombre stoichiométrique. Donc là, en effet, si on regarde, on voit bien qu'on peut faire passer le 3 de l'autre côté. Ça fait bien nombre de mols de CO2 formé est égal à 3 fois le nombre initial de propane. C'est ce qu'on a fait. Et nombre de mols d'eau formé est égal à 4 fois, si on refait passer le 4 de l'autre côté, 4 fois le nombre de mols initial de propane. Voilà, ça c'est parce que j'ai pas eu la place pour tout écrire l'un après l'autre, mais c'est toutes des égalités, c'est-à-dire ça égale ça, égale ça, égale ça, tout est égal. Donc voilà pour cet exercice numéro 23. Vous voyez maintenant l'exercice 25, page 126. Donc là on vous dit, donc, dans deux béchers, notés 1 et 2, on verse une quantité initiale de cuivre 2, donc d'ion cuivre, 2 millimoles d'ion cuivre 2 provenant d'une solution de sulfate de cuivre Cu2+, plus SO4 aqueux. Donc dans le bécher 1, on ajoute une quantité initiale, N01HO-, qui est égale à 2,0 millimoles d'ion hydroxyde HO- provenant d'une solution d'hydroxyde de sodium. Et dans le bécher 2, on ajoute 8 millimoles d'ion hydroxyde. Dans chacun des béchers, il se forme un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre 2, CuOH2 solide. On filtre les mélanges obtenus dans les deux béchers et on récupère les filtrats 1' et 2' ci-dessous, respectivement associés aux béchers 1 et 2. Donc voilà les filtrats qu'on récupère. Celui-là vient de la première réaction 1 et celui-là c'est le filtrat qu'on récupère à partir de la réaction 2. En données, on vous explique que les ions cuivre 2 Cu2+, colorent en bleu les solutions qui les contiennent, tandis que les ions sodium Na+, hydroxyde, HO- et sulfate SO4 n'ont pas d'influence sur la couleur des solutions qui les contiennent. Alors on vous disait de commencer par résoudre l'exercice si possible avec l'énoncé compact, c'est-à-dire juste une question, et si ce n'était pas possible, si vous n'y arrivez pas, d'utiliser l'énoncé détaillé qui revient à détailler exactement tout le raisonnement que vous auriez dû avoir pour justement répondre à la question posée. Vous voyez que la dernière question de l'énoncé détaillé, c'est exactement la même que celle de l'énoncé compact. En gros, ça vous explique tout ce que vous auriez dû faire comme démarche d'investigation pour obtenir la réponse à la question posée. Donc, pour pouvoir savoir ce qui s'est passé dans les béchers, il faut savoir comment s'est passée la réaction. Quand on fait juste que regarder les quantités de matière qu'on nous a données initialement ici, on voit qu'il y a 2 millimoles de Cu2+, on voit que dans le bécher 1, on a mis 2 millimoles d'ion HO-, et dans le bécher 2, 8 millimoles d'ion HO-. On ne peut pas vraiment savoir juste comme ça en regardant qui va être le réactif limitant, si c'était en proportion stoichiométrique, etc. Donc déjà, quand on étudie une réaction chimique, première chose à faire, c'est le réflexe logique, il faut commencer par établir l'équation de la réaction.
Donc comment on fait? On commence par trouver les réactifs. Les réactifs, on nous dit que c'est Cu2+, et HO-. C'est les deux réactifs. Parce que les ions SO4 ils vont être spectateurs ici, et les ions sodium qui sont dans l'hydroxyde de sodium vont être spectateurs également. Alors on commence par écrire l'équation de la réaction sans les coefficients stoichiométriques, juste avec les réactifs et les produits. Donc les réactifs c'est Cu2+ aqueux et HO- aqueux, et les produits c'est CuOH2 solide. Donc on réécrit. Et maintenant on s'occupe des coefficients stoichiométriques. On regarde d'abord les éléments chimiques. Cuivre, un atome de cuivre à gauche, un à droite, donc un élément de chaque côté, c'est bon. Ici on a un oxygène et un hydrogène, alors qu'à droite on en a deux. 2 fois OH. Donc on va être obligé de mettre un petit 2 ici. Les éléments sont équilibrés. On vérifie maintenant les charges. Ici on a 2+, ici on a 2-, donc plus et moins s'annulent. Donc on n'a pas de charge à gauche et pas de charge à droite. Donc c'est bon, l'équation est bien équilibrée. Question 2A maintenant. On vous demande, pour le Bécher 1 d'abord, de comparer les grandeurs N0 de Cu2+ sur 1 et N0 de HO- sur 2. Pourquoi ça? C'est comme d'habitude, c'est la formule habituelle du nombre de moles initial sur le coefficient stoichiométrique et on compare ceux de tous les réactifs. Si on le fait, on voit que NCU2+, ça nous fait 2 millimoles sur 1 et N0HO- dans le Bécher 1 c'est 2 millimoles mais cette fois-ci sur 2. Ça va nous faire 2, ça va nous faire 1. Donc cette quantité-là est bien supérieure à cette quantité-là. Ensuite, question B, on nous demande d'identifier le réactif limitant. Dans le cours, on sait que quand on fait le calcul nombre de moles initial sur coefficient stoichiométrique, le plus petit des deux, c'est lui le réactif limitant. Donc ici, le réactif limitant, ça va être les ions hydroxyde. Ensuite, question 3. En utilisant la même méthode, identifier le réactif limitant pour le Bécher 2. Alors, on recompare les quantités initiale d'HO- sur nombre stoichiométrique et de Cu2+ sur nombre stoichiométrique. Sauf que cette fois-ci, Cu2+ c'est toujours pareil, 2 sur 1, ce qui va nous donner 2. Alors que HO-, cette fois-ci c'est 8. 8 sur 2 qui nous donne 4. Donc cette fois-ci, celui qui est en plus petite quantité, celui qui va être limitant, ça va être le cuivre. Le cuivre de plus. Et enfin, on vous demande, question 4, justifier les observations expérimentales. Maintenant qu'on a observé que dans le Bécher 1, le réactif limitant, c'était les ions hydroxyde, alors que dans le Bécher 2, le réactif limitant, c'est les ions cuivre, ça explique tout. En fait, on vous dit que dans les données, les ions cuivre, quand ils sont encore présents, colorent en bleu la solution. Ça veut dire que dans notre filtrat là, qui vient de la réaction du Bécher 1, il est bien bleu ce filtrat. Ça veut dire qu'il nous reste des ions Cu2+. Ce qui est cohérent avec ce qu'on a observé, on a calculé que le réactif limitant, ça allait être l'hydroxyde, HO-. Donc c'est celui qui va manquer. Donc à la fin, une fois que tous les ions hydroxyde ont réagi, vu que c'est celui qui est limitant, donc ça veut dire que dans le Bécher 1, on va consommer tous les ions hydroxyde en premier, et une fois qu'ils seront tous consommés pour faire la réaction chimique, il va nous rester les ions cuivre en excès, c'est eux qui colorent la solution en bleu. Alors que dans le Bécher 2, c'est les ions cuivre qui sont limitants, donc c'est les ions HO- qui sont en excès. Donc une fois que tous les ions cuivre auront été consommés pour faire la réaction, il va nous rester en trop des ions hydroxyde, qui eux, d'après les données, n'ont pas d'influence sur la couleur des solutions qui les contiennent. C'est pour ça que la solution 2 est transparente. C'est ce qui est marqué ici. Dans le Bécher 1, l'ion hydroxyde étant le réactif limitant, il reste des ions cuivre dans le filtrat, ce qui explique sa couleur bleue. Dans le Bécher 2, l'ion cuivre étant le réactif limitant, le filtrat ne contient plus d'ion Cu2+, il est donc incolore. Voilà, c'est terminé pour cette correction. J'espère que ça a été pour vous et je vous dis à bientôt.